J'ai mis la mauvaise musique, elle était pas coupée, elle enchaînait. Ah Salut, oh! salut. Et salut Loki, comment vas-tu? Ça va, ça va. Je sais pas pourquoi, j'ai pas mis la musique cutée pour le générique, mais j'ai mis la musique complète, la version longue. On l'écoutera un jour. De toute manière, elle est en descriptif en bas dans les commentaires. Exactement. Bon, bah écoute, au moins voilà, bah écoute, bienvenue. Eh ben, Voilà, bienvenue. un nouveau jeudi pour les jeudis d'outre-Manche. C'est ça. Il est Euh, 10h30 au lieu de 9h30. Je pense qu'encore c'est une fois, bon, on ça est dans va. les clous, on est Ouais, bien, surtout on est en plus bon. on est consistant sur le retard, donc c'est ça C'est qui compte bien. en fait. C'est bien. On va dire que c'était par politesse. C'est vrai que ce soir, il y avait les contrées de Mm. l'imaginaire qui jouaient à 9h15. On Voilà, s'est dit qu'on exactement. laisserait la place, on laisse la Voilà. bande passante. C'est Et ça. puis Ou alors voilà. aussi, il me semble que Lee nous jouait ce soir à 20h30 pour un nouveau jeu dans une ambiance un peu Chicago 1930 gangster aussi. Donc pour le coup, Lino Major Zero, si vous êtes de passage, si vous surfez sur Twitch, c'est aussi très très bien. Mais on Voilà, est content de vous avoir. deux bonnes chaînes à suivre. Il y en a plein d'autres. Hein. C'est On clair. s'est fait plusieurs copains. Mais voilà. Exactement. Exactement. Eh ben écoute Poulet, bah écoute, bah, bon retour sur Fondelver. Ouais, ouais, ouais. Alors, épisode numéro Épisode numéro 19. 19. 19. On se Ouh. rapproche du 20e épisode. Ah bon, faudra faire une spéciale On va faire 20e. le 20e anniversary. Le 20e. Bon, eh ben écoute, parfait. Je te fais, bah, dans ce cas, je te fais un petit récap. Hein, je te remets un Hmm. petit peu dans l'ambiance. Puis on va se lancer. Est-ce que tu as un annoncement quelconque? Est-ce que, bah, je sais pas, parler un petit peu peut-être des nouveaux contenus qui arrivent sur le site? Peut-être en profiter pour partager un peu là-dessus. Et oui, c'est vrai qu'on a mis à disposition, on écrit pas mal, on écrit pas mal de notre côté et on a commencé à mettre un peu à disposition nos tables, enfin des tables aléatoires. Alors pour moi, je suis très branché tout ce qui est OSR, tout ce qui est un peu farfelu. Donc du coup, je balance de la table, voilà, je crée des tableaux qui sont réutilisables, qui sont filés comme ça. Puis voilà pour l'instant. C'est déjà pas mal. Voilà, de quoi pimenter vos parties, en général même les petits temps morts hein, de vos Mm. parties, que ce soit des arrêts en auberge, des montants de feu de camp ou même peut-être voilà ce qui peut se trouver dans un puits pour le coup. Ouais, ouais, Voilà, j'ai un cahier rempli de t'as une tables. Hein. liste. Il y a de quoi faire, ça va arriver. Mais Très bien. tout ça, on le partage. Et puis voilà, on réfléchit à différentes façons aussi de vous partager peut-être les scénarios qu'on joue. Alors c'est vrai que alors là, en l'occurrence, sur Fandelver, on est sur de la licence, enfin sur un Ouais. scénario officiel. Mais c'est vrai que sur quasiment la totalité des jeux qu'on fait à côté, excepté Dungeon Call Classics aussi, on est sur du scénario qu'on crée et qu'on écrit. Et du coup, c'est vrai qu'on on réfléchit peut-être à avoir une façon de vous le partager. Voilà, donc c'est encore en réflexion de notre côté, parce que c'est vrai que ça demande pas mal de travail. Parce que, alors, il y a le travail d'écriture qu'on fait en amont, Mhm, mhm. mais après, il y a le travail de préparation, de remise en page, etc. Exactement. Voilà, ça demande pas mal de job, mais on réfléchit. Voilà, une façon je sais qu'il y a des gens qui nous ont demandé, qui sont intéressés. Ce serait cool de le partager. De toute manière, vu que c'est écrit, autant qu'on le Bah oui. partage. Hein. Enfin, il faut pas qu'on leur porte dans la tombe, quoi. Il faut Faut que que tout le monde les histoires se s'amuse. racontent. Voilà, C'est ça, exactement. exactement. Les histoires vivent parce qu'elles sont racontées, donc on va certainement pas les garder pour nous. Mais voilà, donc c'est dans les bacs. On réfléchit, c'est vrai on a quelques idées et puis on en parlera, je pense, quand ce sera plus clair. Et alors, je te rebalance la balle, mais c'est vrai que toi aussi tu écris. Alors voilà, alors bon, des petites idées. Il y a une petite partie mythes et légendes dans le site qui est en train de se développer aussi. Donc pour le coup, si vous avez besoin voilà, de références pour vos lores, hein, ça va se trouver à ce niveau-là. Il y a aussi un projet de bestiaire de personnages que vous allez pouvoir voilà, vous attribuer, intégrer dans vos parties.
Voilà, plein d'autres projets en fait, hein. Comme Loki vient de le dire, il y a plein de choses qui sont un petit peu en complot en ce moment. Des choses qui vont sortir, ou en tout cas qui vont arriver très bientôt. On va avoir le transcript de l'interview de Passing aussi de Sarah Samsaltial qui va être bientôt en dispo en anglais déjà, et puis bon, j'espère en français d'ici peu aussi. Gros travail, hein, on dirait pas, mais c'est énorme. C'est chouette, hein. Moi j'ai adoré cette rencontre, et on a hâte aussi de vous présenter d'autres créateurs. Donc voilà, on y travaille, on contacte des éditeurs, on contacte des écrivains de jeux de rôle, ou même de ceux qui créent les outils que l'on utilise, quoi. On essaie d'essayer de partager ça avec vous. Donc voilà, il y a plein de bonnes idées en fait qui se mettent en place, et puis voilà, puis après ça, c'est toujours le challenge, hein. C'est toujours trouver le temps, essayer de faire le mieux avec toutes aussi nos emplois du temps, professionnels ou personnels, qui viennent un petit peu compléter un petit peu la tapisserie de nos vies respectives, quoi. Mais en tout cas, voilà, notre passion est là, notre déterminisme est là, et puis notre créativité aussi. Donc voilà, j'espère que de votre côté, vous aimez votre expérience avec les JDOM, et que vous kifferez bien les contenus qu'on va mettre à dispo d'ici peu. Pour teaser un petit peu, pas pour teaser, pour ça tease. Non, mais c'est vrai que on réfléchit aussi peut-être à mettre en place une sorte de podcast audio, donc voilà, d'expliquer un peu nos préparations de partie. Alors c'est juste un partage, hein, c'est de la même manière qu'on partage nos écrits, c'est partager de quelle façon on prépare, faire une espèce de making of de one shot qu'on prépare, comment on le prépare, qu'est-ce qui nous est passé en tête, etc. Peut-être même après coup une petite discussion qu'on pourra avoir sur côté MJ, qu'est-ce qui t'est passé dans la tête à tel moment, etc. Donc c'est des choses auxquelles on réfléchit et qu'on va peut-être mettre aussi en contenu, pour partager, hein. C'est toujours dans l'idée de partager un peu ce qu'on fait, ce qu'on aime faire, voilà. Toujours sur la même ligne. Et c'est vrai que, alors tu parlais d'interviewer des gens, mais c'est vrai que moi il y a quelqu'un, et on en parlait la dernière fois, mais il y a une personne qu'on aimerait beaucoup interviewer, c'est alors comment on dit, c'est un compositeur de tabletop audio. Donc c'est le site qu'on utilise pour quasiment sonoriser toutes nos parties. Ouais. Et on trouve ça quand même complètement dingue en fait ce qu'il fait, et je pense que ça doit être super intéressant d'échanger avec lui. Exactement. Donc c'est quelque chose qui est dans les bacs. Alors c'est un compositeur qui est à Brooklyn, hein, pour le coup New York, et qui a créé cet outil suite aux parties qu'il menait avec ses enfants. Donc même son histoire, moi je la trouve super touchante, quoi, déjà. Et puis son outil s'est vraiment développé au cours des années. Et puis là, pour le coup, on utilise trois tables qui streament, hein, pour le coup, en toile de fond, avec des ambiances sonores. On l'a vu sur la dernière partie, le dernier one shot qu'on a vu, hein. C'est très varié, et puis on peut vraiment mixer tous ces sons, toutes ces ambiances, et créer vraiment une expérience immersive, à la fois pour les spectateurs, les viewers, mais aussi pour les joueurs. Donc pour le coup, tous les sons que l'on joue en direct, à la fois moi et Lucky, on les entend aussi, quoi. Donc du coup, ça permet de créer vraiment une atmosphère autour des parties que l'on. C'est génial. Ouais. Donc ça, c'est en projet, voilà, ça se discute. Et écoute, ouais, j'ai hâte en tout cas de vous dire quand est-ce que ce sera possible. Voilà. Alors en général, on les fait en off, les interviews, mais voilà, il y aura peut-être des possibilités de participation, ou en tout cas de poser peut-être d'une manière indirecte quelques questions, si vous voulez interagir avec nos invités, pour le coup, ce qui pourrait être aussi très très bien. Et pour le coup, je tiens à préciser, c'est vraiment une demande de notre part. En réalité, on n'est absolument pas sponsorisé ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on utilise son outil et on trouve ça tellement génial qu'on voudrait connecter avec, quoi. Donc voilà, il n'y a pas d'intéressement derrière. En réalité, c'est vraiment voilà. On est à le souligner quand même. Patreon aussi. On soutient le Patreon de ce créateur. Voilà. Donc, sachez que voilà, ça va dans l'autre sens, on contribue le plus possible, au paiement des ressources que l'on utilise, hein. Donc ça, c'est nous aussi en tant que créateurs, quelque part, il y a une forme de logique à avoir. Exactement. Bon, mon poulet, est-ce que t'as aiguisé tes lames, t'as aiguisé mes lames d'épée. Allez, aiguisé mes dés, et tu sais quoi, encore une fois, j'ai oublié de choper mes dés. Ah, bah alors, faut y aller là. Mes dés, ça y est. Ils sont avec moi. Cool.
Bon, écoute quoi, je te mets une petite ambiance, hein, allez, Allez, petite intrigue. j'éteins la petite musique intro. Et je te laisse mettre l'ambiance et DJ. DJ sur les tables. DJing la soirée. C'est parti. Alors écoute, je te fais un petit résumé de la partie précédente pour nous remettre dans l'ambiance. Vous êtes enfin décidé à vous rendre auprès de la porte d'entrée principale du château de Krogmow. Après de longues décisions et consultations stratégiques auprès du groupe, vous vous présentez finalement devant ce château. Et puis Rogue mène la danse un petit peu de la conversation avec les habitants du château qui se trouvent être une cargaison de gobelins, Doc Goblin aussi, et puis cette espèce de leader, quoi, qui d'ailleurs a un côté extrêmement nonchalant, presque dédaigneux vis-à-vis de votre groupe, quoi, quelque part. Évidemment, ça se passe pas très bien. Rogue s'enflamme, littéralement, conjure une boule de feu, fait péter la boule de feu dans l'entrée du château, ce qui a pour effet de terrasser en fait l'ensemble de la cargaison de ce château qui maintenant va se retrouver peut-être un petit peu vide pour le coup. Mais, vous arrivez finalement, vous explorez un petit peu le coin et Echerel a failli pour le coup enclencher un piège qui aurait pu l'écraser. Un câble qui était au sol et qui maintenait un mécanisme qui retenait des pierres au-dessus d'une porte. Au dernier moment a pu se détacher de ce piège-là et puis vous êtes rentré dans ce hall, un hall extrêmement sombre dont vous ne pouviez voir que seulement le profil de statues des déités, comme ça, un petit peu alignées les unes en perspective, les unes vis-à-vis des autres. Redos a enclenché son élémentaire pour essayer de diffuser une lumière rouge à travers cet espace. Et en effet, ces rayons léchaient les reliefs en fait gravés de ces déités. Et vous étiez un petit peu distraits autour de ça. Sildar a fait un petit cours d'histoire autour de ces derniers dieux. Et puis vous avez compris qu'en fait le château était vraiment de création humaine. Il était fait sous la main de tailleurs de pierre humains qui, pour le coup, faisaient référence à ces dieux-là. Alors, vous étiez en train de recevoir ce cours d'histoire de la part de Sildar, une énorme masse gluante, lourde, tombi, pas assez simple, j'ai mon bécherel à côté, tombi sur le sol, hein, du coup des poutres, et avait complètement masqué la lumière qui venait de la porte d'entrée, et vous étiez face à un cric qui était une espèce d'énorme ver qui s'était ouvert comme une fleur, un petit peu comme ça devant vous, avec des mandibules barbelées et un bec. Alors cette dernière était extrêmement agressive évidemment. Vous avez réussi à lui faire peur. En fait, Sildar a jeté un jet de lumière extrêmement puissant dans sa direction, et comme cette dernière avait peur de la lumière, elle a reculé un petit peu par rapport à ce qui se passait. Elle a voulu se mettre en retrait, et en se faisant, elle a activé le piège qui se trouvait au niveau de la porte d'entrée. Elle s'est trouvée écrasée, complètement squished par les gros blocs de pierre du piège initial. Maintenant, évidemment, cette porte est obstruée, vous ne pouvez plus sortir, et vous cherchez votre chemin à travers l'obscurité de ce grand hall, finalement. Rogue, qui a un attrait particulier pour la magie, commence à sentir qu'en effet, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu manaesque dans cette pièce-là, et découvre une activité autour de l'une de ces statues de déité, et entre en contact avec cette dernière. Cette dernière lui dit écoute, je suis la déité de la vérité. Tu peux me poser une question, je ne te mentirai pas, dis-moi ce que tu as en tête, comment puis-je t'aider? Rogue se gratte un peu la tête et le menton, et puis finalement lui demande comment est-ce que je peux sortir d'ici, est-ce qu'il y a une porte? Et la déité lui dit oui, derrière les rideaux. Alors bon, voilà, personne n'avait encore cherché derrière les rideaux, et puis la déité, l'énergie magique de cette déité disparaît, et en fait, bon, pour le coup, Rogue aurait pu trouver qu'en effet il y avait une ouverture s'il avait cherché, mais bon voilà, le coup c'est joué comme ça, et vous vous retrouvez maintenant dans ce hall. L'ensemble du groupe se rassemble,
Puis Rogue, en effet, va passer le message aux autres et vous faites face à ces deux grands rideaux de chaque côté de la pièce avec une espèce d'arche au milieu. Et puis vous avez toujours cette espèce de table de cérémonie un petit peu religieuse comme ça sur lequel tu as des outils. Tu sens qu'il y a eu peut-être un rituel. Voilà, en tout cas, il y a des espèces d'instruments, une espèce d'encensoir, il y a une espèce de couverture noire autour de ça. Tu as l'impression qu'il y a une espèce de voilà, peut-être une tradition, c'est déroulé là, ou un rituel, encore une fois, peut-être. Voilà. Et c'est à peu près là où on en est. Alors, Echerel va se rapprocher de l'espèce de grande pierre et regarder s'il y a un peu s'il y a des traces de sang, ou enfin, tu vois, au moins si les outils sont ensanglantés. Tu vas me faire un dé de perception, s'il te plaît. Un jeu de perception. Des 20. Puisque je suis dans le noir. 8. 8. Alors, c'est pas très clair. Redos voit que tu es en train de galérer, en fait. Tu plisses les yeux comme ça. Beaucoup, il te voit. Il fait, bon, t'inquiète pas, il se rapproche de toi. Puis, en fait, l'élémentaire commence reglow un petit peu autour de ça. Et tu vois qu'en effet, tu as une espèce de couteau, en fait, une espèce de couteau en or taché de sang. Tu vois que tu as une espèce de bol d'ailleurs qui lui aussi contient un petit peu de sang à l'intérieur, et puis tu vois cet encensoir. Alors pour le coup, l'encensoir, si tu passes ta main à côté, tu as l'impression qu'il est encore un peu chaud, tu vois. Il y a une espèce de... L'odeur même te happe le nez à ce moment-là, ça sent l'eucalyptus, une espèce d'eucalyptus un peu poivré, tu vois. Un truc, bon, c'est pas forcément... calmant, si tu veux, comme odeur, il y a un côté un peu étrange, ça c'est pas bon. Ça sent bon, ça. Ouais, ça sent bon, mais en fait, c'est même un peu agressif au niveau du nez, tu ouais. vois. Et, en tout cas, Cheryl trouve que ça sent bon. Et dis-moi, est-ce que le sang est coagulé? Fais-moi un autre des 20 pour de perception. 8. 8. Tu mets ton doigt dans le sang finalement et tu essayes de sentir. Y a pas, tu n'arrives pas vraiment en fait. Je crois que tu essaies d'impressionner les autres. Tu vois, t'es un peu. Je veux dire, il est encore liquide, le sang. Il a pas séché quoi. Alors le sang est encore liquide dans le bol. Les Quand taches c'était ma question environnantes. Ouais. Ok, pas de problème. Alors pour le coup, le sang est toujours liquide dans le bol. Après, bon, les taches de sang qui est autour, peut-être que pour le coup, tu as eu plusieurs rituels, tu vois. Peut-être que tu as des taches qui sont un petit peu plus sombres que d'autres. D'accord. J'ai pas mis mon doigt dans le sang. J'ai juste peut-être soulevé la coupelle, voir un peu si ça brillait et si ça glissait un petit peu, tu vois. On monte ça, on fera ça en post-prod, on coupera la scène. Alors par contre, Echerel va certainement va mettre ses doigts dans l'encensoir, tu vois, enfin dans les cendres. Vraiment que ça sent bon. Il va se sentir comme ça les doigts, tu vois. Ouais. Et puis il regarde un petit peu autour de lui, et en fait il va s'en prendre, et puis il va peut-être s'en mettre un peu dans la nuque, sous les bras, tu vois, enfin ça sent bon en fait. Je connais cette odeur là, et l'eucalyptus poivré, ça sent pas mal. Donc il va s'en mettre un petit peu, ouais, tu sais. D'accord, tu me jettes un D4, un D4 s'il te plaît. 3. 3, alors bouge pas, je vais voir ce que je peux faire là. Alors, tu vas... t'as fait 3, hein. Alors pour le coup, tu commences à mettre ça un petit peu autour, t'es là, tu commences à... Ça te plaît, tu vois. Et puis au fur et à mesure, tu sens que tu commences à avoir un certain nombre de picotements, en fait, exactement à l'endroit où t'as ta nuque, enfin là où finalement, même sur tes doigts, etc., tu commences à avoir une espèce de corrosion, en fait. La matière de l'encensoir commence un petit peu à être abrasive, quoi. Cette espèce de toxine, en fait, qui va brûle. Donc tu vois là. Donc pour le ça coup, devait être trop chaud. Alors tu vas te prendre, tu avais fait 3, hein, tu vas te prendre 3 points de dommages temporaires. Alors après ça tout de suite, Rogue voit ça tout de suite, et puis tu sais, il essaie de souffler sur ta nuque, ou essayer de t'apporter peut-être tu es complètement idiot, Echerel. Voilà, pour essayer d'éviter voilà, que ça s'empire, quoi, quelque part. J'ai pas fait exprès, j'ai touché, et puis je me suis gratté. J'en ai là, et puis je crois que j'en ai aussi un petit peu sous les bras.
Rock, Rock te regarde un peu en chien de face. Voilà. Et à ce moment, en fait, Sildar, lui, se rapproche des grands rideaux de velours noir qui se trouvent de chaque côté de l'arche, derrière cette espèce de table de cérémonie. Et c'est bon là, vous avez terminé de toucher à tout, on peut peut-être avancer ou... Oui, pardon. Ça va Tu as trouvé quelque chose? Ça brûle un peu. Je te remercie de t'en soucier. Miles comprend pas, en fait, il te souffle sur la nuque. Il essaye d'aider, ça aide pas vraiment, mais bon voilà, il participe le plus possible. Et qu'est-ce qu'il y a, Rogue? Qu'est-ce que t'as trouvé? Alors c'est Sildar, hein, pour le coup, qui est auprès du rideau. Oh pardon, Sildar, avec toute cette obscurité, je t'ai confondu avec Rogue. Qu'as-tu trouvé, Sildar? Je pense qu'il y a un passage. Puis il est pas vraiment sûr. Il fait Rados, amène ton élémentaire. Du coup, je me déplace aussi, hein, et Cheryl se déplace rapidement. Rados approche de Sildar, fait... Ne comptez pas toujours sur moi pour faire la lumière sur l'obscurité. Je vous rappelle que je ne suis là que pour vous aider d'une manière temporaire. D'ailleurs, je trouve que vous poussez le bouchon un petit peu depuis quelques heures. Et puis, de nouveau, l'élémentaire s'agite et émet presque une impulsion de lumière rouge dans l'espace. Tu vas me faire un dé 20 de perception. Alors pour le coup, on va le faire un peu global. Ça va être un petit peu ce que vous allez pouvoir voir. Ouais, ça va être un jeu de groupe. Hein. Bon, personne ne voit vraiment dans le noir. 7, bien personne ne voit dans le noir. Alors de là où vous êtes, en fait, vous voyez pas grand-chose. Vous avez du mal à discerner les pans de la pièce ou de son espace. Est-ce que vous pouvez... Alors, noir, c'est noir. Noir, c'est noir. C'est l'autre chose. Il n'y a plus d'espoir. Malgré tout, exactement. Malgré tout, si vous, pour le coup, puisque votre vision est un petit peu atténuée, votre sens auditif s'affine un tout petit peu. Et vous entendez, quelque part dans la pièce, vous entendez un... Vous avez entendu? C'est toi, Sildar, c'est toi, Rogue. Derrière toi, tu as Brian qui... Brian, c'est toi qui viens de me chuchoter un truc à l'oreille. Non, moi j'étais occupé à manger ma... Je confirme, j'ai moi aussi entendu quelque chose. Et de nouveau. Donc tout le monde a entendu quelque chose. Ils vont nous entendre. Qui ça va nous entendre? C'est vous qui me faites une vieille farce. C'est pas drôle. Chut. Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il faut tous se taire. Je crois avoir compris qu'il fallait qu'on parle tout bas. D'accord. Je crois que j'ai compris. Et tu sais, je crois qu'en même temps tu sais qu'il chuchote, en fait, je crois que Escherel, s'accroupit. C'est pas un réflexe, il chuchote donc il s'accroupit. Okay. Je pense que tout le monde va s'accroupir en le suivant. Alors vous rentrez, hein, c'est ça? Donc on rentre dans le tunnel et tout s'accroupit. Alors je sais pas si le tunnel est petit ou pas. C'est pas un tunnel, hein, vous êtes en fait, c'est une antichambre qui se retrouve en fait derrière le hall. Donc en termes de largeur, vous êtes sur les mêmes proportions. Maintenant, on ne sait pas à quelle profondeur ça va, mais on va dire l'espace sous les volutes et l'espace la largeur de la pièce est similaire en soi. Donc je crois qu'on va rentrer Sildar tête en premier et vraiment accroupi en fait. On avance en canard. Ok. Donc vous avancez tous comme ça en canard, donc Sildar le premier. Ok, bouge pas poulet. Ça, c'est... Sildar, fais attention, il y aurait peut-être un fil devant toi. Et Cheryl. Donc Sildar et Cheryl, Miles, Brian, c'est ça? Et quoi, c'est Rogue qui ferme la phrase? Et Rogue ferme, ouais.
Alors vous avancez un tout petit peu dans cet espace, ouais, et vous sentez d'ailleurs qu'il y a une espèce d'un petit peu chute de température en fait, quelque part comme si les murs sointaient une forme de brouillard froid. En fait, peut-être que d'ailleurs à l'extérieur du château, le brouillard s'est de nouveau levé, et peut-être que le climat a un tout petit peu changé. Est-ce que Et pour le coup, ouais, vas-y. Est-ce que quand on souffle, on a un petit nuage Mmh. Ouais. En effet, ce souffle, qui est alors teinté dans les couleurs ambrées de l'élémentaire de Redos, toujours. Vous Ça avancez- caille un peu. Ça caille un peu, voilà. Vous Hey avancez- Miles, regarde. Je fume. Il fait mine de fumer. Mmh. Et Je crois que les deux rigolent. tu Miles vois la et même Cheryl, ils sont si pas là, vous sérieux. pousse un peu genre chut, C'est bon. fermez-la. Et pour le coup, vous avancez de nouveau un tout petit peu. Des dallages de pierres taillées un peu grossières au sol, quinconces, etc. Et toujours cette obscurité. Les rayons de l'élémentaire de Redos commencent à dessiner les pieds d'une statue qui se trouve au milieu de cette pièce. Alors vous commencez à comprendre quelles sont ses proportions. C'est plus ou moins la moitié du hall, hein, finalement. Il aime en largeur, mais la moitié. Et cette statue est au milieu de la pièce avec des espèces d'offerings, tu vois, des espèces de dons, en fait. Alors vous voyez, pour le coup, vous voyez des colliers d'oreilles. Voilà. Vous voyez une jambe avec un tibia qui a même, même la chair. Vous voyez des amphores, quelque part, encore une fois, qui fument un tout petit peu, comme ça, dans l'air, très léger. Et cette statue, si vous remontez un petit peu les yeux et que la lumière de l'élémentaire de Redos glisse finalement sur les courbures, hein, de cette sculpture, vous commencez à voir une espèce de déité orquesque. Tu vois, quelque chose de vraiment massif, avec ces espèces d'ornes de chaque côté, avec voilà, ces grandes tresses qui tombent derrière. Alors voilà, apparemment c'est un homme orc avec une espèce de grande, je vais pas dire une rude, mais peut-être une espèce de sigle en fait au milieu de ce dernier. Et il a les deux mains ouvertes comme ça, dans lesquelles elles aussi ont des encensoirs qui sont encore en train de brûler. Les yeux de cette créature ou de cet orc, pour le coup, sont des rubis en fait insérés dans la tête de cette sculpture, et elle commence d'un coup, elle réagisse à la lumière de l'élémentaire, elle brille un petit peu, ce qui amène un peu de vie en fait quelque part à cette créature. Elle mesure combien de haut à peu près? Elle fait une quinzaine de mètres de haut. Au niveau de sa largeur, elle est peut-être autour de 4 ou 5 mètres de large. Je sais pas pour vous, mais moi ça me dit rien qui vaille. Tu vas me faire de nouveau un jet de perception. Choisis-moi un des personnages pour le jet de perception. Je pense que ça va être Redos qui va faire son jet de perception. Alors je sais pas s'il a la plus grande perception ou pas, mais pour Redos, moi c'est celui qui tu vois, qui a jeté son élémentaire et qui du coup est en train, tu sais, c'est lui un peu qui est en train d'éclairer la pièce et qui fait gaffe à ce qu'il fait. Donc pour moi ça me serait plus logique que ce soit lui qui s'en occupe. Perception. Et donc perception, très bien. je ne sais pas combien il est. Je crois qu'il est Perception, à... il a un millimètre de 0. Ouais, donc il est à 10. Ouais. Il fait 20. Ouh. Parfait, donc Redos, d'un coup t'as l'impression c'est un peu du Daredevil, tu vois. D'un coup il prend vraiment conscience de la pièce, de ses limites, etc. Donc il voit en effet la taille de cette pièce là, et il va voir tout de suite en fait une espèce de cape qui traîne vers cette statue. Il voit même une main qui de l'autre côté qui se rétracte comme ça un petit peu au moment où il regarde.
Et quelque part, d'une manière un peu étrange, il arrive à discerner, je vais pas dire à travers la pierre, mais quelque part son habilité maintenant, alors peut-être sur des ombres portées pour le coup, il arrive à discerner 3 silhouettes, de manière très furtive, qui seraient apparemment cachées derrière cette statue. Ok. Je crois qu'il va, tu sais, il va nous faire signe, tu sais. Genre, il va pas parler en fait. Il va, genre, essayer, tu sais, de nous interpeller avec la main. Peut-être qu'on va pas le regarder tout de suite. Et puis, au bout d'un moment, tu sais, on le voit s'agiter. Et puis, à ce moment-là, il va peut-être nous faire signe, tu sais, avec les mains. Genre, il va essayer de nous faire comprendre 3 personnes. Enfin, tu sais, 3. Je sais pas comment, tu vois, un espèce de langage, tu sais, un peu militaire, tu vois. Mais mélangé, tu sais, à un espèce de, tu sais, mélangé peut-être à quelque chose de druidique ou je sais pas trop. Ce qui fait que du coup, en fait, on capte pas grand-chose. Et je pense que, enfin, Escherel et Miles vont pas capter dans un premier temps. Ils vont croire qu'ils jouent, tu sais, qu'ils essayent de faire des, tu sais, peut-être Genre des ombres chinoises, papier, tu vois. Ouais, tu sais. Et en fait, ils vont donc regarder autour si ses mains ne projettent pas une ombre, tu vois. Ils vont chercher l'ombre plutôt que de regarder ce que fait. Et puis en fait, Sildar a très bien compris. Je pense que Rogue aussi. Et du coup, les deux vont tout de suite, tu sais, remettre en place, enfin, rappeler à l'ordre. En tapotant sur l'épaule de Miles et Escherel, et vont lui faire comprendre en signalant la statue, en disant qu'il y a trois personnes, et ils vont faire un signe, genre va falloir les tuer. C'est genre un petit signe, va falloir les égorger, enfin couper des têtes. Okay. Donc là ils comprennent, et du coup je pense que tout le monde se prépare en fait, tout le monde se remet dans le truc, genre ok, il y a un danger imminent, et du coup on va pas parler hein, pour s'organiser. Je pense que naturellement en fait, peut-être que Escherel va commencer à sortir son épée, tu sais, on va entendre un très 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 léger shring, tu vois, enfin, mais très très doucement, tu vois, sortir de son fourreau. Peut-être que en même temps, enfin, tu sais, simultanément, ceux qui ont un fusil, bah du coup vont sortir le fusil, et là on va entendre, tu sais, le cliquetis du fusil, tu sais, genre, quand tu manipules, tu sais, au cinéma, ça fait toujours un peu de bruit alors que ça en fait pas. Mais genre, ils vont, tu vois, lever le fusil, et on va entendre toute cette mécanique en fait. Et puis voilà en fait. Et alors je sais pas qui. Je pense que moi et Sildar. Non, moi et Rogue va sortir peut-être un espèce de, tu sais, une espèce de couteau un peu, tu sais, à la un espèce de poignard. Alors je pense qu'il a un truc comme ça, une dague, ouais. Je pense que c'est plus de son niveau. Alors je sais pas s'il a 2 dagues, je me souviens plus. Non. Il en a une. Non. Et est-ce qu'il a 3 lames, tu sais, qui lui sortent des points? Non, donc il va sortir sa petite lame. Okay. En mode brigand, tu vois. Moi je vais sortir mon épée du coup, et puis Sildar et Miles vont sortir leur fusil. Ok. Et je pense, alors attends, parce que j'en oublie un. Brian. C'est Brian. Brian, je crois qu'il est avec son épée aussi. Brian, il a qu'une épée. Hein, il a qu'une épée. Une épée. Bon, encore une fois, il a un pouvoir un petit peu naturel, donc du coup, il a un bonus sur ses attaques aussi, hein, sur les dommages aussi. Voilà, je 3 épées. Ok, bah il y a 3 personnes qui vont sortir une épée, et puis 2 personnes qui vont sortir leur fusil. Après, je sais pas si je peux continuer ou si t'as quelque chose à rajouter, non? Ouais, carrément. Au moment où, voilà, où vous trappez tous, enfin, vous assignez la musique de combat. Tu entends derrière la statue le grand Maglibliet vivra toujours. Et là en fait tu entends poussez. Et là donc tu entends des bruits comme ça de tension, et tu vois la statue
qui se rabat sur vous, sur votre progression, là où vous êtes, clairement vous êtes dans l'alignement de cette statue, et puis tu vois cette grande statue qui tombe devant vous, et quelque part devant toi, tu vois ce visage sauter sur les côtés, je pense. Exactement. Alors pour le coup, encore une fois, alors on va le faire en global. Tu vas faire un D20 pour un saving throw, ça va être un DC, un DC pour le coup. Hop, 12. 12, ok, donc pour le coup vous le voyez tout, vous voyez le truc un petit peu arriver et vous avez tous à éviter, alors avec plusieurs styles, hein, je veux dire Rogue fait un backflip, Sildar... c'est les Teenage Mutant Turtles là, genre c'est génial, c'est complètement ça, exactement. Miles fait une pirouette sur le côté et pas de bruit, il se rattrape, et derrière cette statue, tu vois 3 gobelins. Un gobelin qui est un petit peu plus grand que les autres et deux de chaque côté, et ils ont tous une espèce de robe en velours noir, dentelé de décoration d'argent. Et le premier tient en effet une dague d'or, un petit peu comme celle que tu as vue sur l'autel, alors que les deux autres, eux, ils ont plus des armes, c'est des armes courtes quoi, malgré tout, mais c'est des couteaux un peu plus rudimentaires quelque part. Sans qu'il y en a un qui est un peu plus, peut-être une espèce de prêtre quelque part, alors que les deux autres des acolytes en fait, ou des assistants de rituels. Okay. Ils vont, pour le coup, comme ils ont fait tomber la statue, tu vas pouvoir toi engager dans le combat, et je te laisse décider de tes actions, en sachant que vous avez tous déjà préparé finalement votre attaque. Si vous tirez ou vous décidez d'y aller, il n'y aura pas de préparation d'action supplémentaire à jouer là-dessus. Tu veux dire que là, on s'est relevé, je veux dire, on a fait... Ouais, vous avez tous évité finalement la chute de cette statue, donc pour le coup, vous allez pouvoir... c'est comme si c'était eux qui avaient pris la première initiative en fait. Donc vous allez pouvoir répondre directement à cette attaque, comme vous le souhaitez. D'accord. Et comme tu as sorti déjà ton épée et vous avez déjà sorti vos fusils, vous n'avez pas utilisé une action pour vous préparer, vous armer, quoi. D'accord, ok. Que trépasse si je faiblis. Je pense qu'en fait pour une fois on capte, je pense que tout le monde a capté que c'était pas des guerriers. Du coup on va leur donner une porte de sortie, on va ouvrir un petit peu le combat, et on va leur lancer lâchez vos armes. Et je pense que en même temps que Escherel leur lancez vos armes, je pense qu'à ce moment-là, tu sais, les deux qui ont un fusil, donc les deux qui ont un fusil, les armes, et on entend, tu sais, le chien, tu sais, en arrière, et tu sais, ils les visent en ligne de mire. Ok. Donc là, on va essayer d'y aller sur le côté, tu sais, un peu impressionnant, persuasif. Ouais, ok, pas de problème. Alors, qui est-ce qui lâche justement l'ordre de faire tomber ses armes? C'est Escherel qui est au centre. Escherel. Alors, parfait. Alors, Escherel, tu vas me faire un jet de charisme, s'il te plaît. 11. 11, et en charisme, tu as... blablabla... Tu as... Ah, excuse-moi. Charisme, tu as -1. Ça te fait un 10. Les deux acolytes t'entendent, tu vois qu'ils frémissent un tout petit peu, tu vois, ils mettent un pas en arrière, et puis ils regardent, pour le coup, celui qui est au centre fait Lupo, qu'est-ce qu'on fait? Et Lupo te regarde, et puis il resserre sa main au niveau de sa dague, il fait jusqu'à la mort, et il s'approche, en fait, il fait un premier pas, il commence à prendre son Je pense qu'au moment où il fait son premier pas, les deux vont déclencher le tir sur lui. Ok. Alors ils vont cibler cette même personne, en fait, celui qui est au centre et qui lui ne veut pas stopper. Ok. Donc Sildar sur la droite, j'imagine. Miles, c'est celui qui est aussi armé pour le coup, hein. C'est Miles et Sildar, qui tirent. Ok. Et devant, donc tu as Escherel, et puis en fond tu vas avoir Brian. Devant il y a Escherel et il est entouré de Brian et Rogue. Et Rogue. Ouais, parfait. Ok, cool. Bah écoute, dans ces cas-là, pas de problème. Sildar et Miles enclenchent leur fusil, prêt à tirer. Ils tirent sur la gâchette. Tu vas me faire un D20, et puis on va voir si en effet, oui ou non, vous touchez ou pas. En sachant que Lupo, le prêtre Lupo, c'est un gars qui a pas mal de dextérité, il a ses mains aussi.
J'ai fait 3. Parfait, donc ça c'était pour Sildar. Et pour Miles Donc c'était mouillé. 12. 12. Ok. Pour ça, c'est des armes qui s'enrayent très facilement. Hein. Sildar, voilà, tire en fait la balle part dans le canon, en fait, tu vois, elle s'embraye en fait. Alors bon, voilà, c'est pas petit défaut du canon, peut-être manque d'entretien, hein, soit dit en passant, tu n'as pas vraiment pris soin de tes armes jusqu'à présent. La balle ne part pas et finalement le fusil tombe à terre, en fait, le recul du fusil le fait tomber par terre et il est enrayé. Miles de l'autre côté, pour le coup, tire, mais voilà, pour le coup, alors je sais pas, peut-être, Miles c'est un halfling, quoi, donc du coup, on va dire que le recul en fait de la salve, hein, finalement, lui fait légèrement tirer le sommet du canon vers le sommet, enfin vers les poutres, quoi, quelque part, et la balle passe comme ça dans l'espace avant de se loger dans une des poutres. Il a fait 12, hein. Oui, il a fait 12. Il a fait 12, pour le coup. Ça part sur le côté, ça ne touche pas. Et Lupo, pour le coup, continue de se rapprocher de toi. Il va se rapprocher, on va le faire un petit peu en décalé comme ça. Ça marche. Echerel et Lupo continue d'avancer. Echerel, Brian, Rogue et Redos, à vous de jouer. D'accord, et ben du coup réellement, hein, que très place si je faiblis et Cherel va se lancer et à peine il a fait un pas, les deux autres vont se lancer en sa direction, donc les trois en fait vont se lancer dans la direction d'une seule et même personne, ce prêtre qui lui avance. Ok. Attention, je sens qu'il... Ouais, ok, vas-y, c'est parti. Alors, dans ces cas-là, tu vas me lancer 3 des 20 d'un coup. En fait, c'est comme si la scène, en fait, tournoyait, en fait, et vous êtes tous en train de donner votre action, votre coup, plus ou moins d'une manière un peu synchronisée, sur la trajectoire, en fait, de Lupo, le prêtre. Ok, donc du coup, on va faire 3 des 20. Tu vas me faire, voilà, on va faire Redos et Cherel et Miles. Alors. Non, ça va être Redos, Cherel et Brian. Alors, il y a un 4. Ok, Redos, ouais. Pour Redos. Et Cherel. Il a -1 en force. Non, c'est ça, c'est un attaque à l'épée, c'est la force. Ouais. Putain, j'ai oublié de te donner le modificateur pour Miles tout à l'heure avec le fusil. Il avait un +4. C'est pas grave, c'est fait. Ah merde, c'est exactement. Allez, la balle est lancée, elle est 19 pour Echerel. 19 pour Echerel, réussite critique, ok, parfait. Et Brian sur le côté. Et Brian... 6. Attends, ouais, 6. 10 ça, je confonds. 6, ok, parfait. Bon, alors pour le coup... Redos s'avance, pour le coup le Redos ne va pas toucher, donc pour le coup tu te souviens, lui il a toujours son bouclier en fait avec la rune qui est dessus, dans cette espèce d'énorme pan d'arbre en fait qui est gravé, donc il va pour le taper avec, et pour le coup le Lupo vraiment se cambre en arrière et glisse, c'est les genoux par terre avec sa dague, prêt pour finalement poignarder Echerel, alors que ces derniers... Alors comment toi t'es avec ton épée, hein, tu vas le toucher, tu vas me lancer ton épée, alors bouge pas ton épée pour les dommages. Echerel, ton épée ça va être 2d6 plus 2. Ça fait 6, 7, 8. 8, ok. Donc 8, il va se prendre 8 points de dommage. Tu vas me dire un petit peu comment il est atteint de... Enfin, comment tu le décommes, quoi, quelque part. Il est pas fini, hein. Il a pris 8 points, mais il est encore là. Pas fini. Écoute, je pense que je vais lui porter un espèce de coup d'estoc. Je voulais le fendre en deux, et peut-être que je lui atteins l'épaule, et peut-être que je lui sectionne... peut-être que tu vois, il a le trapèze, enfin peut-être la clavicule sectionnée, tu vois, un bras mis hors jeu, quoi. Ok, donc tu fends vraiment l'air comme ça, et puis tu sens que ta lame traverse, en fait, casse l'os au niveau de la jugulaire, mais même que la lame se bloque
au niveau de celle-là, comme si les os, en fait, comme si la lame avait traversé l'os, mais que l'os était rabattu au-dessus, quelque part, tu n'arrives pas vraiment à l'enlever. Tu lui fais morfler 8 points. Et Brian, quant à lui, essaye finalement de piquer aussi en la direction de Lupo, mais pour le coup, rate son coup. Lupo, genre, se détache un tout petit peu, fait passer la lame juste en dessous de son menton, tu vois. Ouais. Maintenant, ça va être à Lupo de jouer, en fait. Donc, du coup, lui, il est bloqué sous ta lame. Ouh. 14. Ok, Lupo, là, qui a toujours son arme, va pour te poignarder au niveau du ventre, quoi. Et quelque part, en fait, alors, je sais pas, c'est peut-être sous le poids, en fait, c'est peut-être son C'est bras. peut-être le bras qui est maintenant handicap, quelque part, sous la pression et la douleur, en fait, il rate comme ça et puis il passe à côté. Les deux autres qui sont derrière lui décident de prendre leur courage à deux mains. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ils vont prendre leur dague, chacune de l'autre, et ils vont envoyer dans l'air, en ta direction, d'une manière simultanée. Okay, donc là, pareil pour eux. 6 et 5. Alors ça te passe de chaque côté, et d'ailleurs, tu t'entends les lames qui tombent à quelques mètres derrière toi. Rien ne se passe, et ils ont perdu le tour et n'ont pas réussi à te toucher. Tu repars sur Miles et Sildar pour de nouveau leur tour. Du coup, c'est des. Alors, je me souviens plus, c'est des fusils à un coup ou c'est des fusils à deux coups? Non, à un coup. C'est des un coup, tu m'avais donné qu'une seule fois le deux coups, je crois. Oui, tout à fait, pour la soirée spéciale Weta. Très bien. Et ben dans ce cas-là, je pense qu'ils vont switcher leurs armes. Enfin, tu sais, lâcher leur fusil. Enfin, de toute manière, le fusil leur a été échappé des mains, de ce que j'avais compris. Alors, Miles l'a toujours. Sildar, le fusil est à terre. Pour recharger, c'est juste, on fait un montage. C'est juste, tu refermes finalement le barillet, quoi. Tu vois, ça se réenclenche. C'est bon, là. T'as une balle. Enfin, tu vas pas passer du temps à te mettre de la poudre, quoi. Tu vois. Ok, d'accord, très bien. Faut que ce soit dynamique quand même. Ça marche. Et ben donc avec cette deuxième balle, je pense que du coup, alors si j'ai le droit à un déplacement plus une action. Correct. Du coup, je pense que c'est Miles. Non, c'est oh la vache. C'est Miles. Ouais. C'est Miles qui a du coup qui va se lever, va peut-être faire quelques pas en fait pour se mettre dans un angle où il va pouvoir avoir ce prêtre dont j'ai sectionné en fait l'épaule. Ok. Et puis va essayer de lui décocher pour la deuxième fois une balle. Alors attention, parce que là, si tu te retournes en direction de ce prêtre, sache qu'il est vraiment à la proximité des Cheryl. Si tu plantes ta balle, il y a un risque soit que tu touches Cheryl, soit que tu touches Brian qui se trouve vraiment dans l'alignement, quoi. Donc c'est ça peut être un risque qui gagne. Non, je vais le faire. Enfin, j'imagine qu'ils sont à quelques mètres, tu vois, les uns des autres. Donc, je pense qu'il va juste se mettre dans un angle, tu sais, où il aura pas échelle. Alors, c'est sûr que s'il plante, s'il fait peut-être un échec critique, ça va aller sur échelle. Mais écoute, je le tente quand même. Vas-y, c'est parti. Alors, j'ai bien fait de le tenter parce qu'il fait un 19 et je crois qu'il a un plus 4. Du coup, cette fois, je le compte en modificateur de dextérité. Tout à fait. Et d'autant que le level de ton personnage te permet d'avoir une réussite critique à 19 et 20, sache-le. Donc, du coup, pas de problème. Tu vas me lancer, donc, pour ça va être pareil. Ça va être 2d6. Non, ça va être quoi? Ça va être long rest. Laisse-moi une seconde. Je sais plus si je l'ai noté. Pour ça, c'est short bow en fait. C'est 1d6 plus 3, s'il te plaît. 4, 5, 6, 7. 7. Parfait, un coup fatal. Je te laisse décrire l'action, s'il te plaît. Ok. Eh ben, écoute, il va décocher, tu sais, on va le voir au ralenti, tu sais, se déplacer, se mettre dans l'angle, tirer sa balle. On va suivre la balle sortir du canon, on va la voir tourner, tu sais, passer devant nous. Et puis, et tu sais, genre, on va suivre la balle, tu sais, à travers de la pièce, on va voir, tu sais, enfin, tout le reste flou. Et puis on va rentrer du coup peut-être par l'œil, tu sais, peut-être que ce prêtre avait au dernier moment tourné la tête, tu vois, vers Miles, a entendu le coup de feu. Et donc on va rentrer par un œil.
Et puis on va ressortir par l'arrière du crâne et on va venir se ficher dans le mur un peu plus loin. Et puis du coup on va avoir, revenir dans le temps et voir cette action se dérouler à vitesse rapide. Et là on va voir Miles qui saute, bam, pff, la tête qui explose, il y en a partout. Et puis le corps qui tombe sans vie au sol devant nous. Et Cheryl, donc sous l'impact, enfin l'explosion du crâne du prêtre, se prend des déchets humains, quoi, quelque part. Presque. Et puis t'as l'impression que d'ailleurs que l'effet est un peu trop lourd, en fait. T'as l'impression qu'il y a un peu trop de sang qui gicle par rapport à la consistance et au gabarit du prêtre. T'as l'impression que ce qui se passe un peu off caméra n'a pas été très géré ou que les mecs des effets se font un peu trop plaisir. Brian, pareil, se retourne. Tu vois juste la lumière qui réagit vraiment au ralenti, ce qui illumine Brian, alors qu'il se retourne et t'as cette espèce de flot de taches de sang, de fluide qui lui arrive en pleine tête aussi. Et en effet, le cadavre du prêtre voilà, sans tête. Et puis tu sens que le reste de son corps, enfin le sang se répand dans les dalles autour. Alors toujours dans la pénombre et toujours pour le coup dans l'ambre rouge de l'élémentaire de Redos. Les deux prêtres qui se retrouvent derrière ça, désarmés, se regardent d'un air complètement choqués par la violence de la situation, et puis ils sont là: pour le grand Magubiet, nous périrons. Et puis ils se regardent comme ça, genre comme si c'était vraiment la mission suicide. Et ils commencent, l'un d'entre eux va courir en direction de Miles, alors que l'autre court en direction de Sildar, qui est toujours en train de ramasser son fusil. Donc pour le coup, voilà, sachez que voilà, ils se battront jusqu'au bout. Ils sont désarmés, hein, du coup. Ils sont désarmés, voilà. Mais après ça, ils peuvent avoir du combat, ils peuvent éviter, tu vois, ils peuvent récupérer des armes s'ils le veulent. Hein. Ils sont pas dépourvus d'options. Hein. Du coup, c'est le tour de. Ça va être Sildar. Sildar ramasse, et il est sur le point de ramasser, alors que devant lui, derrière, si tu pull focus, en fait, tu vois l'assistant du prêtre qui commence à vraiment à s'avancer en sa direction, à courir en sa direction. Bah, il va se lever, lui aussi, il est un peu du même avis que tout le monde, il va se lever. Et puis il va simplement faire quelques pas, se mettre à côté de, peut-être arriver à hauteur de Cheryl ou du groupe, et puis en prendre un en joue et lui dire stop, c'est là qu'on s'arrête. Ok, alors tu dis ça, en fait, tu t'adresses clairement au prêtre. À ce moment-là, entre tes mains, la balle qui s'était logée, en fait, t'as l'impression que ton fusil commence à être défaillant d'un coup. Elle part, en fait, tu vois, t'as même pas le temps de viser, en fait, la balle part de ton fusil. Tu vas même juste me lancer un D20, je vais le faire sur un DC de 10. 13, alors je sais pas combien il a en... Ok, parfait, très bien. Ouais, pour le coup, ta balle, elle part, c'est une balle perdue, quoi, clairement, elle est juste comme ça, mais en fait, elle va toucher. Donc t'as eu du bol. Et tu vas me faire un D6 plus 3. Et non, parce que je voulais pas les tuer. 6, 7, 8, 9. 9, ok. 9, donc ça va me faire du 6. Clairement, la balle le perfore l'abdomen, tu vois, et puis tombe comme ça à genoux, et puis regarde, il voit son sang qui sort un petit peu de son ventre comme ça, et il est vraiment en agonie, quoi. Donc là, pour le coup, la chance a décidé de l'action de Sildar, je fais un peu salaud, mais pour le coup, le coup est parti comme ça, et pour le coup, il va te rester Redos et Cheryl, Brian et Rogue pour la fin de la tournée. Alors, et Cheryl va... Non, Miles... On est fluide sur les initiatives. Hein. Ouais. Bon, ok, écoute, Brian va essayer de filer une espèce de grosse droite donc va chercher à lui faire des dégâts, mais pas des dégâts physiques, des dégâts temporaires, en fait le mettre KO, quoi. Faire tomber par terre. Donc il va essayer de lui mettre un gros coup à main nue. Tu me fais un D20, déjà on va voir si ton action touche. 10, et je sais pas combien il a en force. Alors Brian, c'est un peu particulier, pour le coup il va, je te le laisse faire, profil, il va se baser sur le profil de Sildar pour cette opportunité. Donc en force, tu as plus 4.
Donc t'es sûr du combien? Tu m'as fait 10, hein, c'est ça? 10, ça lui fait du 14. Du 14. Et ben écoute, ouais, donc du coup tu vas toucher, mais tu vas pouvoir gérer ta force. Et du coup tu vas pouvoir vraiment définir en fait les points de dommage. Alors pour le coup, je vais te demander de me lancer un D4. Alors le coup sera donné dans le plexus. 2. 2, ok. Donc pour le coup, ça nous fait du 4 pour lui. Donc du coup, tu lui frappes le poing dans le torse. Hein. Je pense qu'il a pas besoin de mettre beaucoup de force parce qu'en fait il y avait déjà l'autre qui était en avant, tu sais, qui se jetait. Du coup la vitesse additionnée au coup qui arrive. Et puis il est clairement en agonie là. Il vient de se prendre une balle dans le ventre. Alors c'est pas celui qui se prenait une balle dans le ventre, c'était l'autre qui lui fonçait dessus. C'est l'autre. Ok, pas de problème, ouais. Pas de problème, on passe de l'autre, pas de problème. Ouais, non, c'est dégueulasse, celui qui est par terre, on le laisse. Non, j'ai pas envie de les tuer. Non, pas de problème. Tu m'as fait un. Excuse-moi, tu m'avais fait tu m'avais fait 2 en dommage. C'était combien ton 2, oui, c'est ça, 2. Ça me fait du 5, pas de problème. Donc du coup, tu lui enfonces ton poing comme ça au niveau du torse, et en fait il est rétracté en arrière, et en fait il tombe à la rambarde. Il cherche son souffle, quoi, tu vois, il est un petit peu KO, quoi, quelque part. Il est pas affiné, hein, il doit en reste, mais ok. Parfait. L'autre est en train de se vider son sang sur le côté, et il te reste Redos, Rogue et Echerel à jouer. D'accord. Je pense qu'on a tous compris ce qu'on était en train de faire. On est tous du même avis. Du coup, et Chirel, je sais pas. Tu sais, il est en train de crier pour, c'est auprès de Maglubliette. Maglubliette, sauve-moi, Maglubliette. Le truc, c'est que c'est hyper. L'action est tellement rapide, et pourtant, Echerel va faire quelque chose qu'il n'a absolument pas l'habitude de faire. Il va foncer sur celui qui est au sol, qui s'est pris une balle. Il va se mettre derrière lui. Et puis il va l'entourer de ses bras peut-être, et il va essayer de lui faire un espèce de point de compression, tu sais, il va s'asseoir derrière lui en fait, et il va le prendre, le serrer contre lui et lui faire un point de compression sur sa blessure, et lui dire tu sais, reste avec nous. Ok, tu t'avances, hein, vous êtes toujours... Lâche pas, tu n'as pas besoin de mourir. Ok, très bien, donc tu t'élances en tout cas avec cette intention. Alors, sachez que toujours dans la variation de l'élémentaire, tu vas me lancer un D20 déjà pour alors 2 choses. Déjà, alors tu as un +1 en médecine, d'accord, ce qui va pouvoir t'aider à... Tu vas me faire ça en 2 actions. Tu vas me faire déjà un pour arriver, à savoir si tu arrives à gérer la distance sur ta lancée, et après ça, si en effet tu arrives à lui apporter le soin qui sert pour un petit peu le sortir d'affaire. Donc premier D20, ça va me dire si en effet, soit en gros tu lui fonces dessus, ou si tu arrives à gérer ton approche. Ça va être un DC, je vais te donner un DC de 10. 15. Bon, parfait. Donc du coup, tu t'avances, tu glisses à même le sol, tu te places vraiment derrière lui. Enfin, l'action est vraiment flawless, tu vois. Et tu le prends dans tes mains. Tu vas me lancer de nouveau un des. Ça, je te l'ai fait, donc ça a la réussite. Si tu vas faire un des 20. Je cherche pas à le soigner, je cherche juste à le stabiliser. En fait. Mais du coup, l'aspect médecine, c'est à savoir où est-ce que tu sais placer tes mains en fait pour peut-être arrêter l'hémorragie. Là, pareil, ça va être un des 10 où tu as un +1. Tu as 11 12, ok, parfait. Donc du coup, tu places vraiment tes mains au bon endroit et tu commences à arrêter, ou en tout cas à ralentir l'hémorragie qui se passe au niveau de l'abdomen de ce gobelin, quoi. Donc du coup, il est stabilisé de son côté, alors que l'autre, pour le coup, est toujours en essayant de retrouver son souffle. Il commence légèrement à se relever. C'est alors que les 2 autres vont se jeter dessus et vont l'immobiliser au sol, et peut-être que Rogue va lui mettre sa dague sous le cou, tu vois. Va le plaquer avec sa dague. Okay. Et puis alors que Redos
va venir peut-être lui plaquer, tu sais, les bras au sol, ou enfin, tu vois, va venir le plaquer au sol, tu vois. Ok. Alors je te propose pour Rogue est en clôture, est en fermeture de formation. Ouais. Ce que tu peux faire, parce que du coup il y aura une petite distance à faire, tu peux l'amener très rapidement au lieu du gobelin en utilisant ton sort de pas brumeux. Donc du coup tu vas pouvoir vraiment te déplacer dans la pièce et Ouais, comme un vampire, une... tu sais, il va arriver juste devant lui avec la dague sous le cou. Voilà, donc il va pouvoir le calmer alors que l'autre remonte. Il voit son collègue, en tout cas son ami, peut-être il sait pas trop, il a décidé de se battre jusqu'à la mort et là du coup, Rogue en fait inspire donc du coup sa concentration, sa mana et d'un coup tu vois une espèce de léger tourbillon de brume en fait qui commence à spiraler autour de ses pieds et d'un coup tu vois d'une manière très gracieuse, tu vois ce que je veux dire. Il glisse comme ça. C'est pas petit cœur. Ouais. Sangaka. Oui, et donc, pardon. Du coup, il glisse comme ça dans la pièce et puis il glisse sa lame sous sa nuque et il dit je te laisse. Je te guide vers la tirade. Nous te laisserons la vie sauve. Si tu parles. Ok, si tu parles, ok. Alors. Il y a une condition quand même. Ouais. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Puis là, il jette, tu vois, elle passe ça là, mais il l'a perdu depuis le moto. Ok, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je collabore, je collabore. Alors à ce moment-là, en fait, quand il parle, on entend gueuler, tu sais, pareil, je sais pas ce qui lui est passé par la tête à Escherel, mais on l'entend crier ne meurs pas, reste avec moi. Et puis tu sais, il presse tellement sur la blessure, je pense, qu'en fait, tu sais, il en fait un peu cracher du sang. En fait, je crois qu'il appuie trop, tu sais, il veut trop bien faire. Et du coup, il est là, non, ne meurs pas. Tu me lancement des 4, s'il te plaît. Lancement des 4 à savoir jusqu'à quelle pression tu me pousses. 3. Tu poses tellement en fait que ta main rentre légèrement dans la plaie en fait, crée une ouverture, une gâche plus ouverte et tu sens que le gobelin est en spasme et puis il tend sa main comme ça vers toi, alors c'est vers ton visage, puis tu sais, il te met du sang un peu partout et tu vois ses yeux qui se révulsent et là le gobelin est en effet KO. Je crois qu'Escherel va s'acharder quand même sur son cadavre, va essayer de, tu sais, peut-être qu'il va continuer à presser, tu sais, un peu comme s'il faisait tu sais, un massage cardiaque mais par derrière, tu vois. Il va continuer à presser et il va terminer en larmes, tu sais, genre ne pleure pas, tu sais, on sait pas, il y a peut-être quelque chose un passif, tu sais, qui remonte avec Escherel qu'on connaît pas encore et du coup, tu vois, il va absolument sauver ce gobelin. Tu t'acharnes. Voilà, il s'acharne sur le cadavre. Et tout ce que tu vois, c'est tu sens la main de Brian, une main ferme, légèrement, dans un glow légèrement d'ailleurs lumineux, mais alors qui se répand pas, c'est plus une espèce d'aura qui fait. Il te regarde, fait, je sens qu'il est parti. Ne t'acharne pas, ça sert plus à rien. De l'autre côté de la pièce, pour le coup, l'autre gobelin est sous la dague de Rogue et est disposé à parler si tu as la moindre question. En tout cas, il a bien compris que sa vie en dépendait. Il ne combat plus du tout la situation. Il est dans la défaite et dans la collaboration. Donc c'est Redos qui va s'adresser à lui, puisque du coup Rogue le maintient. Mais pourquoi avez-vous agi comme ça? On vous a dit qu'on vous laisserait la vie sauve. Vous êtes complètement fous, vous autres. Suivons Lupo. Lupo est notre maître. Lupo, il est où, Lupo? Puis il pointe le doigt comme ça, et puis tu vois le corps décapité de Lupo à même le sol. Tu crois qu'il a pris la bonne décision, Lupo? Puis il a fait non. Il a pas pris la bonne décision. On vous a laissé le choix. Tu crois que ça nous amuse, nous, de faire ça? On est arrivé de manière pacifiste. Ah oui, tu peux pleurer, tu peux t'en vouloir. Nous ne voulions pas tout ce qui est arrivé. Tu peux avoir leur mort sur ta conscience. En tout cas, nous ne l'avons pas sur la nôtre. Laissez-moi partir. Oui, nous te laisserons partir. Nous ne voulons pas te tuer, nous ne te tuerons pas.
Mais il va falloir que tu parles avant que nous te le lâchons. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Nous voulons savoir où se trouve... comment s'appelle celui que vous cherchez depuis tout à l'heure? Et du coup, il va s'adresser... Attends. Putain, j'oublie à chaque fois. Genre, la mission principale de Fandelver. Hop. Puis, ton café. Le nain Gundren. C'est bien ça, Gundren. Puis C'est où il est, Gundren? Genre, il en a trop dit déjà. Tu n'as pas à t'en faire. Tu vas parler, oui. Très bien, très... Putain, qu'il est vraiment traumatisé par ce qui se passe. Il a beaucoup de mal à articuler. Ok, reprends son souffle. Oui, c'est ça, respire. Prends une grande inspiration, respire avec moi. Compte jusqu'à 4, respire. 1, 2, 3, 4, expire. Et là, en fait, il voit qu'il a, en fait, qu'il a légèrement, que la tension s'est légèrement décontractée, tu vois. Et pour le coup, il décide de tailler, en fait, d'impulsivement, en fait, se tailler la route le plus possible et il pousserait sur son chemin et il s'élance à travers la pièce pour partir derrière les rideaux. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, si on a le temps, je crois qu'il y en a un qui lui met un coup de poing au passage. Ok, voilà. Cool. Eh ben écoute, ça va être Brian. Pour le coup, tu peux des 20. Peut-être qu'il était un petit peu, qui était debout en retrait par rapport au dos. C'est 16. 16. En fait, tu vois en fait ce personnage le gobelin qui passe sous la lame de Roy et qui avance comme ça face caméra et tout ce que tu vois c'est le point de Brian qui arrive qui revient une deuxième fois. Exactement. Et clairement, alors pour le coup, il le fout KO. Là, il est évanoui quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que là, réveille-toi, enfin rien quoi, tu vois. On va lui filer quelques gifs, ouais. Vous le giflez. Rien. Enfin vraiment, alors pour le coup, vous en avez vraiment. Enfin Brian, pas vraiment géré sa force sur ce coup-là. Il l'a bien mis KO. C'est un gobelin, on est d'accord. Ouais. J'ai peut-être une idée. Rogue, qu'est-ce que tu manges, toi? Enfin, je veux dire, vous avez un régime alimentaire bien particulier. Alors, personnellement, moi je dis rien. Poisson frit, animaux de la forêt, écureuil, chevreuil, l'occasionnel renard des bois. Mais bon, si c'était que moi ça serait plutôt escalope, petite pomme de terre frites et millefeuilles. Écoute, est-ce que quelqu'un a une viande séchée, quelque chose sur lui? Il y a bien quelqu'un qui a de la viande séchée sur son pactage. Alors vous avez depuis Fondalin, vous avez filé. Non, oui, tu avais toujours. Vous aviez fait rôti tout à fait. Vous avez fait rôti un cochon. Il y a donc quelques on doit avoir un morceau de ça quelque part. Ok, très bien. Chérel, charge dans tes poches. Ouais. Tu mets la main dedans et puis en effet tu touches en fait un pack, une espèce de paquet en fait emballé quelque part. Et, on va sortir ce paquet et puis on va le faire passer sous le nez du gobelin pour essayer de le réveiller à l'odeur. Alors tu le mets comme ça et tout ce que tu vois c'est qu'il ouvre sa bouche et il tire la langue pour essayer de lécher le bout de viande, tu vois. Alors on va décrocher un petit morceau et on va lui mettre dans la bouche. Puis il mange comme ça. Plus donnez-moi en plus. Où se trouve... Non mais attends, j'ai une mémoire. Ça c'est juste ouf quoi. Je vais jamais retenir Gundren. Je vais me le tatouer, ouais. Gundren. Gundren, où se trouve Gundren? Il est toujours dans les vapes. Il sait pas s'il rêve ou pas, tu vois. Enfin, il est un peu confus. Dans la tour, la tour nord-est. La
Je lui remets un petit morceau à chaque fois qu'il parle. Ouais, c'est ça. Ouais, la tour nord-est du château, il est gardé otage. Plus. Combien de gardes? Et on lui redonne un petit bout de viande. Alors il a. Et puis, je sais pas, j'ai pas compté. Beaucoup, pas beaucoup. Alors, il a pas été témoin du massacre de l'entrée. Hein. Ouais. Donc tu sais pas si ça a vraiment valeur ou pas. Trois gardes. Trois gardes. Ils vont l'interroger. Bientôt, très vite. Alors. Puis la ration de viande séchée. Ouais, on arrive au bout. Complètement consommée, quoi, clairement. Et puis il se réévanouit. Fait de beaux rêves. On va lui laisser la vie sauve. Vous allez me faire tu vas me faire un des 20 pour une perception encore dans la pièce, voir un petit peu ce qu'il en est. 11, et qui est-ce qui perceptionne? Chez RL, hein, pour le coup. Ouais. Ça me va. Tu vois, en fait, la pièce s'arrondit en fait au fond. Tu devines des persières qui sont derrière des rideaux en fait. Noir, toujours très sombre. Il n'y a pas vraiment de porte en fait. Vous êtes dans une espèce de cul-de-sac en soi. Va peut-être falloir que vous reteniez sur vos pas dans le hall pour essayer d'observer s'il y a peut-être une autre porte de sortie différente de la porte qui a écrasé le grit. Voilà, je vous invite à vous retrouver là-dessus, et peut-être laisser le gobelin et puis le cadavre de son beau-frère et du prêtre Lupo. Et pour le coup, repasser les rideaux. De là, je vais te demander de faire de nouveau un des 20 pour un dé de perception. Donc, moi, je te guide un petit peu. Alors qu'on ressort, je pense que la seule action que je voudrais faire, c'est Brian et Sildar qui rechargent leur fusil. Peut-être que du coup, Sildar va regarder qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est enrayé, et puis va vérifier et être sûr qu'il va pouvoir réenclencher et tirer une nouvelle fois avec son fusil. Ok. Et donc, voilà, je me suis enflammé. 10. Je jette mon dé partout sur la table. J'ai un tapis de lancer, mais je jette le dé en dehors du tapis de lancer. Il n'y a pas de problème, c'est de l'enthousiasme, ça me plaît. C'est ça. Redo, c'est toujours avec son alimentaire, d'ailleurs, il parle un petit peu plus, et de nouveau, la lumière se décoche. Tu vas m'enlever 5 charges à l'élémentaire pour de la lumière globale, pour juste tenir un petit au niveau des comptes, mais toi une petite note, comme ça on sait qu'on descend un petit peu sur la conso. La lumière transparaît comme ça dans l'espace, un petit peu plus forte qu'auparavant d'ailleurs. T'as l'impression que l'élémentaire réagit un petit peu mieux. Et quelque part sur le mur de droite, vous apercevez une porte. Alors peut-être à demi cachée pour le coup derrière un rideau. C'est comme si il y avait une espèce de rideau qui était mal tiré en fait. Vous définissez en fait une étincelle d'ombre en fait réagit sur la poignée, donc du coup ça attrape votre intention et vous voyez en fait, vous poussez ce rideau de velours noir et vous voyez une porte qui se trouve juste là. Elle se trouve en directe opposition, en affilée quelque part avec la porte par laquelle vous êtes passé en fait, directement opposée à cette dernière là. Ça va être la seule porte disponible pour sortir du hall si vous décidez de le faire. Et bah oui, on va sortir on va tous se diriger par là. Je pense qu'on a tous compris que y avait la tour, il y avait la tour en particulier qui nous a lâchés. Donc du coup, on va essayer de se diriger dans cette direction. Peut-être qu'on va réfléchir, tu sais, par rapport à l'entrée, là où on est. Tu sais, on va essayer de visualiser. C'est vrai qu'on était rentré assez central dans la pièce sacrificielle là. Et du coup, tu vois, on va essayer de voir. On essaye de se localiser, quoi. Ok. Alors pour le coup, vous mettez. Qu'est-ce qui s'approche de la porte? Qu'est-ce qui décide de la pousser ou la crocheter? Alors, c'est Miles qui va directement, tu sais. Je suppose que c'est encore à moi de jouer.
Et il va se rapprocher. Il se motive. Il va se rapprocher, il va sortir ses nouveaux outils tout flambant neufs, tu vois. Il est fier de les utiliser. Et puis avant de les mettre dans la poignée, enfin dans la serrure, il va se raviser. Et puis il va essayer d'actionner la poignée pour voir si déjà elle est pas ouverte, tout simplement. Ok, ouais, ce qui est fair enough. La poignée est fermée. Ça, c'est... Voilà. Il regarde les autres derrière, bah oui, écoutez, vous pouvez pas savoir. Tout le monde là, pas de problème, le regarde, comprenne, oui, naturellement. Ouais. Oui, bien sûr. Et puis du coup, il va s'atteler à essayer il va entrer ses petits outils, ses 2 petits outils dans la serrure. Et puis il va s'atteler à essayer de la déverrouiller. Très bien. Tu vas me lancer un des 10. Un des 20, pardon, excuse-moi. Des 20. 19. Ok. 19, ouais. Pour le coup, succès, pas de problème. La porte se dégonde, enfin s'ouvre, pas se dégonde. Ça serait vraiment... Elle explose. Si, en fait, faisons ça, c'est génial. Ah ouais. Il est là vraiment sur la... Il est là sur la serrure, et en fait on passe de l'autre côté, en fait, et tu vois la porte qui tombe, en fait, qui se dégonfle, qui se détache complètement de la façade et qui tombe par terre. Et tu vois Max qui se regarde avec ses deux petites tiges. Elle fait, oh, putain, c'est vraiment un super kit, quoi, tu vois. Et pas de problème, la porte est par terre et vous pouvez avancer dans votre progression. Pourquoi pas. Alors, mon petit fracas. Vous arrivez dans une pièce. Alors, tu sens qu'il y a une partie des débris, en fait, du manoir, hein, qui vous empêche de progresser sur la droite. Sur la gauche, de pareil, vous avez un mur à moitié débrayé, brisé, en fait, qui se répand dans cette espèce de couloir. En fait, il y a vraiment qu'une sorte de progression vers la gauche qui est vraiment possible. Des murs, encore une fois, cassés. Tu as du mobilier renversé, brisé, un peu peut-être les vestiges de ce qu'était cette pièce auparavant. Encore une fois, une couloir. Hein. Alors, c'est des couloirs un peu nobles, où tu avais des chaises, des trucs comme ça, mais tout est ravagé maintenant par la moisissure et puis par l'érosion du temps, quoi, quelque part, du climat. Et pour le coup, en face de vous, vous apercevez qu'il y a un mur indépendant du mur du manoir qui est complètement déblayé, qui donne vers l'extérieur, quoi. Vous avez une espèce de trouée comme ça, de percée, où vous pouvez voir le paysage avenant et puis la plaine en face de vous. Et sur le côté droit, vous voyez une porte dans un espèce d'arc, en fait, un petit peu comme si c'était une ancienne tour qui était là. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, le mur tourne un tout petit peu et tu as une porte qui se trouve sur le côté. Voilà, c'est à peu près tout ce qui se trouve devant vous. Bah, on va se diriger vers cette unique porte en réalité. On va prendre l'unique passage possible et puis on va progresser toujours dans le même ordre, de manière lente quand même. On va faire gaffe, surtout Escherel a déjà fait attention. Enfin, tu sais, je pense qu'il marche en enjambant en fait. Il lève les pieds, tu sais, il a peut-être l'habitude de traîner les pieds par terre. Surfait, quoi. Voilà, maintenant il en surfait et voilà. Vous progressez finalement en direction de ce qui aurait pu être une tour, en fait, dans sa structure, mais qui n'est plus une tour aujourd'hui. Et vous voyez en effet donc ça son côté gauche, hein, maintenant un petit peu. Voilà, d'ailleurs, quel temps il fait. Le climat change pour le coup un tout petit peu. Voilà, la pluie commence à tomber légèrement. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Attends, sinon c'est pas très grave. Non, je n'ai pas ce qu'il faut. C'était dans Forêt. Exactement. Bon, c'est pas grave. Mais malgré tout, ça goûte un peu à l'intérieur, quoi. Voilà. Ah oui. Puis un petit coup de vent quand même. Voilà. Et sur votre droite, vous avez de nouveau une porte. Alors pour le coup, celle-là, elle est un petit peu différente. Elle est une espèce d'arceau de métal de chaque côté. Vous avez des espèces de clous, en fait, dans la porte. Et puis vous avez une barre transversale, en fait, qui la bloque, quoi. Alors, je
pense qu'Esirel va se rapprocher. Mhm. Va peut-être examiner la porte en fait, va regarder. C'est vrai qu'elle est, elle a l'air d'être d'enfermer. A été d'être fermée pour une raison. Mhm. Et puis donc il va l'observer comme ça, il va regarder la poutre. Il va pas la toucher dans un premier temps, et puis en fait sans toucher la porte, il va tout de suite se rapprocher, tu sais, coller son oreille à la paroi. Cool. D10, D20, pardon, pour un jet de perception, s'il te plaît. 3. J'entends la pluie. T'entends rien, ouais. Le bruit de la pluie écho dans la pièce, en fait. Tu n'entends pas grand-chose. Maintenant, est-ce qu'Esirel se gratte le menton ou pas? Alors Esirel se gratte le menton. Pensif. Pensif. À savoir quelles seront ses actions suivantes. L'ensemble de la troupe finalement se rapproche se rapproche au niveau de la porte, tous à se demander peut-être de ce qui s'en trouve en fait, qu'est-ce qui se trouve derrière cette dernière. On s'attend clairement à trouver enfin Gundren, je l'ai dit. À trouver Gundren derrière cette porte. Je te donne un avantage sur la prochaine action que tu auras sur la partie suivante. Tu auras un bon point pour te souvenir du nom de ton nom. Mais tu sais, j'ai un problème avec les prénoms. Alors que tous les personnages se rapprochent pas de la porte, en fait, on est un petit peu nous finalement la porte. On a cette vue subjective et finalement on va gentiment faire un fade to black pour clôturer la partie de ce soir. Yes. Voilà. Petite exploration bien sympa. Je suis content, on a sauvé un gobelin. On a été, tu vois, je m'en veux un peu, on a été très sanglant sur tout ce Phandelver, sur toute cette aventure depuis le début. Du coup, voilà, je pense que on va peut-être changer un petit peu notre approche. On va essayer d'être un peu plus peut-être essayer d'ouvrir un petit peu plutôt que d'aller au combat tout de suite. On va voir. Voilà, on espère vraiment. Putain, je dis on. Le mec, il est plusieurs quoi dans sa tête. C'est vrai qu'on est plusieurs en fait. C'est de la schizophrénie créative. Il y a pas de problème. Vous êtes à peu près 5. C'est vrai qu'on est 5, voilà. Mais non, bon, je joue 5 joueurs, mais voilà, je parle pour eux quoi. Mais c'est vrai que oui, voilà, on est impatient, on est très dans le, tu sais, dans le moment où tu retiens ton souffle, tu sais. Est-ce qu'enfin on va retrouver ce Gundren? Voilà, on sent qu'on se rapproche du but. L'atmosphère en plus fait que du coup on sent vraiment, enfin tu vois, une espèce on a l'impression que vraiment on touche au but quoi. On va rapprocher quoi, en tout cas, progresser. En sachant qu'aussi, pour le coup, l'action décisive de Rogue à l'entrée du château. Alors je joue dans les règles, hein. Je joue dans les capacités imposées. D'accord, donc la population du château reste la même. Ouais. Qu'au début, j'essaye pas de compenser par rapport à la tuerie quoi que Rogue a mis en place. Quelque part, je suis resté sur les mêmes effectifs. Donc voilà, on le joue dans la réalité du setup quelque part. Yes. C'est cool. Voilà, et écoute, bravo en tout cas, cool. Bravo pour ce soir. Bonne scène d'action avec les prêtres et tout, ça a bien cartonné. Et puis écoute, on avance petit à petit dans le château de Krogmo et puis on se donne rendez-vous pour le coup dans 2 semaines. Exactement. Pour la continuité de La mine perdue de Phandelver, D&D édition 5. Et nous nous retrouvons, il me semble, pour l'épisode 20. Voilà, exactement, la saison 1. Et on se retrouve tous la semaine prochaine pour un one-shot de Tiny. Ouais, exactement. Que j'ai vu sur le site. Tu ne m'as rien dit, tu m'as fait la surprise. C'est vrai, je t'ai pas prévenu, je t'ai fait la surprise. C'est vrai que Génial. Ça fait un bout de temps qui traîne, que je me dis qu'à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on y joue. En réalité, je repousse. Et en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment des difficultés à savoir comment, à l'imaginer, comment le jouer.
J'ai encore quelques flous dans les règles. Je pense que quand t'as des flous, il faut aller voir la communauté. Donc je vais m'en rapprocher de la communauté pour poser quelques questions parce que faut faire au mieux. C'est ça. Voir un peu avec ceux qui l'ont utilisé. Mais mais c'est. Mais ouais. Essayer de voir un petit peu, parce que il est quand même assez particulier à jouer. Mais je pense qu'on s'en sortira et on en fera quelque chose, même si c'est je pense qu'on en fera quelque chose. Ouais. De toute manière, on va passer un moment. C'est simplement l'objectif, c'est de s'amuser avec. C'est ça. Voilà. Exactement. Voilà. Tout à fait. C'est fait pour ça. T'as une petite idée de ce que tu voudras jouer comme jouet? Alors moi, je voudrais jouer mon ours d'enfance. Aussi connu sous le nom de Nounours Câlin. Si tu l'as encore, tu nous le montreras, je sais pas. Le défenseur, j'ai plus. Il est mis de côté. Il est mis de côté. Mais Nounours Câlin m'a sauvé de pas mal de cauchemars. Donc je pense que. Eh ben écoute, je pense qu'il connaît le royaume de l'ombre. Que juste au retour de glorifier dans une aventure. De le glorifier, voilà, et de le mettre en avant dans une petite aventure. Eh ben écoute, je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie beaucoup pour la partie. Toujours dans l'ambiance, donc je suis. Je vais pouvoir aller me coucher après avoir vraiment vécu cette aventure. C'est comme toujours. Enfin. Pareil. Voilà. C'est grand plaisir. Et puis, on se retrouve très vite. Mais en ligne, sur le Discord, pour ceux qui veulent nous rejoindre, on a notre Discord des JDOM, ça se dispose sur le lien. Voilà. Venez faire un coucou. Et puis, parlons de jeux de rôle, parlons de ce qu'on aime. Et puis, de toute manière, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel Actual Play sur les jeudis d'août. Je vous dis tout ça très très vite. Bonne soirée. Et puis, voilà, méfiez-vous de ce qui se trouve derrière les portes. C'est tout. Ciao. Ciao.